dire décadrage, ça veut dire changement de type de. Juste une petite précision, vous avez peut-être entendu le son recording in progress. Donc, la réunion est enregistrée. Est-ce que ça vous va tous? Pas de problème pour les personnes qui sont en distanciel, ça vous va également? Bon, alors c'est génial, c'est ma première animation de conférence atelier en figital. Donc, j'espère que je vais être à la hauteur. En tout cas, c'est vraiment excitant. Donc, alors ce modèle, le complexe de la langouste, c'est un modèle qui a été imaginé par Vincent Lénart. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est le fondateur de la première école de coaching. Il est connu pour avoir écrit un ouvrage vraiment important dans les années, fin des années 80, début des années 90, qui s'appelle « Les responsables porteurs de sens ». Et je crois que aujourd'hui, ça prend vraiment toute sa dimension. On n'aura jamais autant parlé de cette dimension du sens. Et je vais vous en parler encore aujourd'hui parce que c'est vraiment, évidemment, l'une des clés pour résoudre le complexe de la langouste. Alors, je vais vous présenter le modèle. Dans 10 minutes à peu près, je vais vous présenter une expérience d'accompagnement que j'ai menée et où ce modèle, le complexe de la langouste, a été vraiment d'une grande aide, à la fois pour moi. J'étais consultante en management auprès d'un CODIR et coach du pilote d'un projet de transformation assez révolutionnaire, vous verrez, en tout cas dans son contexte. Donc, je vais vous partager cette expérience avec le modèle et ensuite, ça sera à vous d'expérimenter le modèle. On vous a préparé avec Erida une petite grille et donc d'essayer de vous replonger dans un projet de transformation que vous avez dû animer ou peut-être que vous avez subi et pour lequel, en tout cas, les choses ne se sont pas forcément très bien passées. Et puis, vous allez essayer d'analyser avec le modèle ce projet, les raisons des difficultés qui ont été rencontrées. Et puis, voilà, donc vous allez réfléchir à la fois individuellement, puis ensuite vous présenter en duo votre analyse. Vous allez voir, c'est très participatif. Et puis ensuite, partager donc l'expérience de ce modèle au grand groupe. Voilà. Donc évidemment, je compte sur voilà, l'interaction en distanciel sur voilà, Erida et les personnes Fabrice et puis toi voilà, pour gérer tout ça. Voilà. Donc, le complexe de la langouste. Donc, je vous ai parlé de Vincent Lénart, je vous ai parlé de ce contexte donc, de changement de type 2. L'idée, ça va être d'être vraiment dans la confiance et dans le don de sens et d'aller dans les compétences relationnelles et comportementales en tant que manager ou que dirigeant, tout autant que dans les aspects de don de cadre et de prise de décision qui sont plus classiques pour certains d'entre vous. Alors, vers où? Vers là? Vers là? Vers par n'importe où, ça va marcher? Alors, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Comme ça, au moins, en plus. T'entends? Non. Voilà, donc dans ce contexte de monde disrupté, dans ce contexte d'incertitude et de complexité, la tendance, malheureusement, peut être de s'enfermer dans sa carapace. C'est le sens de la métaphore avec la langouste, de s'enfermer dans son ego, dans son image de dirigeant, dans son statut et dans le pouvoir qui va avec ce statut. Et du coup, s'enfermer dans sa carapace, ça va générer un manque d'agilité, l'agilité dont on aurait besoin pour gérer son entreprise, pour avancer avec son service dans la complexité.
ça va générer un manque de souplesse, aussi un manque de stabilité. On a choisi cette image de la langouste parce que la langouste, elle n'a pas de colonne vertébrale. La langouste, elle a sa carapace et elle a ses pinces. Et cette carapace, c'est une armure pour se protéger dans les situations difficiles, du point de vue organisationnel et du point de vue relationnel. Et ces pinces, ce sont des pinces acérées pour se battre, pour donner des coups, pour repousser l'ennemi, pour repousser la personne avec qui on a des difficultés. Voilà, donc s'enfermer dans sa carapace, s'enfermer dans son ego. Vous voyez un petit peu cette magnifique coupe de langouste qui montre bien qu'elle n'a pas de colonne vertébrale. J'avance. Ouais. Et l'idée, bien sûr, c'est plutôt que de renforcer cette carapace, plutôt que de s'enfermer dans cette carapace, c'est face à l'incertitude, face à la complexité, face aux enjeux que les situations nouvelles nous proposent, c'est de construire une identité claire pour soi en tant que manager, aider ses collaborateurs à construire une identité claire. Et cette identité, par opposition à la carapace de la langouste, cette identité claire, elle va être portée par une colonne vertébrale saine et solide. Et on voit tout de suite, au contraire de la langouste qui se recroqueville sur elle, qui donne des coups, et cette espèce de queue horrible, là, cette armure, là, on voit vraiment un humain à l'identité claire qui se tient droit et qui va aller donc affronter ou confronter plutôt les situations d'une manière saine et en s'appuyant sur ce qui fait sa force et sa capacité à gérer au bon niveau d'enjeu. Plus on est dans les enjeux politiques et identitaires, et c'est souvent le cas quand les projets de transformation commencent un petit peu à mal se passer, plus on est dans les jeux de pouvoir et donc plus on renforce sa carapace. Plus on va essayer d'identifier et de traiter les questions de manière saine et solide avec une identité claire, plus on va construire cette identité claire, plus on va remplacer ce qui pourrait devenir une carapace par une colonne vertébrale saine et solide. Donc voilà, l'idée c'est éviter les jeux de pouvoir, éviter les enjeux politiques et identitaires pour donc, en identifiant clairement les questions et en les traitant clairement au bon niveau, renforcer son identité. Alors, quels sont ces niveaux d'enjeux? Il est intéressant d'observer, évidemment, l'idée c'est d'avoir cette grille en tête et de l'utiliser en amont des projets, au moment où on les imagine, au moment où ils vont naître, pour vraiment anticiper sur les difficultés qui pourraient apparaître, avoir vraiment en tête donc ces niveaux d'enjeu. En fait, ce qui se passe, les avertisseurs, c'est les dysfonctionnements au niveau opérationnel. En général, c'est le niveau opérationnel qui est impacté par les dysfonctionnements aux autres niveaux. Et c'est quand il y a des problèmes au niveau opérationnel, au niveau de l'organisation, au niveau de la mise en œuvre, que se révèlent et se déchaînent, pas toujours, mais en tout cas que se révèlent les problèmes, les jeux de pouvoir. Donc, pour éviter que ce niveau opérationnel soit impacté par ces jeux de pouvoir, c'est intéressant de s'interroger sur les autres niveaux d'enjeu. Vincent Lénart a donc identifié ces 6 niveaux d'enjeu en plus du niveau opérationnel. Le premier niveau, ça vous parlera tout de suite quand je vais vous donner l'exemple concret du chantier que j'ai accompagné, c'est le niveau psychologique inconscient. Psychologique inconscient, on dit dans la culture coaching, je me tourne vers toi parce que tu es aussi un coach CT, c'est la face immergée de l'iceberg et on n'a pas la compétence pour aller traiter du psychologique inconscient. Par contre, on peut bien se rendre compte que les gens sont effrayés, qu'ils ont des peurs, qu'il y a des deuils, des choses
qu'ils ne font pas, qu'ils n'arrivent pas à passer. Le niveau psychologique conscient, alors là, il est exprimé, c'est les désaccords. Il peut être non exprimé, c'est les non-dits. C'est les émotions négatives qui empêchent de contribuer. Vous allez voir un peu dans l'exemple que je donne, ça n'a démarré jamais. Donc, psychologique inconscient, les peurs, les deuils de l'ancienne organisation non fait, de l'ancien métier, etc. Les psychologiques conscients, les désaccords, les non-dits, les émotions négatives. Ensuite, le niveau fonctionnel. Là, ça vous parle, j'en suis sûre, c'est les problèmes de territoire. Flou, mal définis, les problèmes de responsabilité peu clairs, les problèmes de mission peu clairs également. Voilà. Donc, on voit bien là, on entre un peu dans le vif du sujet. Je suis sûre que vous voyez tout de suite quel genre de jeu de pouvoir peuvent être déclenchés. Le niveau institutionnel, c'est l'absence de vision claire, l'absence de priorité, l'absence de cadre. Donc là, on est directement dans les problèmes qui vont faire se confronter les personnes. Hein. Là, on est dans les problèmes de sens. Hein. Il n'y a pas de vision, je ne comprends pas, il n'y a pas de priorité, le cadre, c'est pas le projet. La communication sur la structure du projet n'est pas suffisante pour que je comprenne où on veut m'emmener, ce qui va se passer pour l'organisation. Le contexte culturel, c'est le contexte de tout votre écosystème et de tout l'écosystème, l'écosystème des entreprises, ça, les problèmes de mondialisation, de digitalisation. La RSE, vous allez voir dans l'exemple que je donne, et les problèmes, plutôt les questions de QBT. Hein. Donc voilà. Donc, quand on est dans ces contextes, avec les obligations, avec les obligations qui sont liées donc, au contexte légal, sur la RSE, etc. Donc, quand on est dans la réponse aux demandes de qualité de vie au travail bien légitimes des employés, on peut se retrouver, des collaborateurs et des cadres de toute entreprise, on peut se retrouver avec des enjeux non vus, non envisagés, et le fait qu'ils n'aient pas été envisagés et qu'ils n'aient pas été traités, ces questions-là vont venir donc créer des problèmes au niveau opérationnel et créer des jeux. Et vraiment, le niveau qui est vraiment très intéressant, qu'on peut avoir quelquefois en tête, parce que souvent, il est lié à la culture de l'entreprise et quelquefois, on a travaillé récemment sur la culture de l'entreprise, on a travaillé récemment à le formuler, on a pu travailler sur cette culture d'entreprise en intelligence collective. Du coup, le métasens, il existe, il a été formulé, il a été partagé. Quelquefois, ça ne l'est pas. Et c'est intéressant d'aller le chercher, d'aller le rechercher. Hein. Donc, et le métasens, la position méta, le mot métacommunication, ça vous dit, c'est ce qui fait au-dessus de tout ça que ça tient, ce qui fait que ça tient malgré tout. Voilà. Donc, en résumé, le complexe de la langouste, ou résoudre le complexe de la langouste, c'est travailler à la croissance identitaire des personnes à tous les niveaux de l'entreprise en travaillant sur les différents niveaux d'enjeux. Car ces différents niveaux d'enjeux, comme vous le voyez, quand ils ne sont pas traités, ils viennent impacter le niveau opérationnel et là, les problèmes deviennent apparents et vraiment gênants et ils créent des jeux de pouvoir alors qu'ils pourraient créer, en les travaillant, en anticipant ou en regardant ce qui se passe et en travaillant dessus, une identité claire, solide et saine des acteurs. Bon, pour l'instant, c'est de la théorie. Est-ce que ça vous parle tout de même? Alors, je vais passer à l'exemple concret. Ça va, aller au distanciel, ça vous parle? J'avance et je vous donne cet exemple. Donc, ce projet, c'est un projet qui s'appelle Nouvelle stratégie de maintenance dans l'industrie chimique.
avec donc, des objectifs qui étaient dès le départ pressentis par la direction du site et par moi-même comme intimement liés, la performance dans l'action et la construction identitaire des acteurs. Pourquoi? Alors, d'abord, quelques points clés du contexte. Et vous verrez tout à l'heure, quand vous allez travailler sur ce concept, vous allez suivre exactement le même cheminement pour vous remettre un petit peu en mémoire le projet ou la problématique sur laquelle vous allez vous entraîner au contexte de la langue. C'est un groupe fleuron de l'industrie chimique, un ancien fleuron de l'industrie chimique française. Et c'est un site pilote. Je travaillais principalement sur des sites pilotes, sur tous les projets de transformation ressources humaines, techno et organisationnelles. Et ce qui était vraiment génial, c'est qu'il menait les trois thématiques, évidemment, de fond. Donc, un site pilote habitué à mener les projets de transfo pour le groupe en avant-première, etc. Le mode de management et le type d'organisation, c'est un management structuré. C'est l'industrie chimique et c'est des sites Céveso. Donc, voilà. Et en plus, c'est dans l'est de la France, donc des gens qui aiment bien la structuration. Et en même temps, un mode de management très participatif, depuis toujours. On est vraiment dans le design du travail déjà, avec les équipes, etc. Là, en mode projet, avec des groupes de travail intermédiaires. Donc voilà pour les caractéristiques de l'aspect management. Les caractéristiques du projet, c'est un changement culturel énorme. C'est une nouvelle stratégie de maintenance. Donc la maintenance dans les sites industriels chimiques, en particulier de type Céveso, c'est vraiment, c'est vraiment très sensible. L'idée, c'est de passer d'une maintenance curative, c'est-à-dire de réparation, voilà, hein, à une maintenance préventive et même à une maintenance de fiabilisation. C'est-à-dire que le métier va complètement changer. On ne va plus réparer, on ne va plus maintenir, on va anticiper grâce à l'achat des équipements, grâce aux procédés, grâce à plein de choses. Et on va même fiabiliser, tout le travail va consister à fiabiliser les équipements. Du coup, on ne fera plus de maintenance curative. Donc, c'est un changement culturel énorme, un changement de compétences métiers énorme et de coopération intermétier aussi radical. Parce que des gens qui étaient un petit peu en arrière, comme, alors je sais pas, j'espère que ça vous parle un petit peu, mais bon, je pense pas que ce soit super complexe. Je suis pas une experte des métiers de la chimie, je suis une consultante voilà, en management, donc j'espère que c'est pas trop étranger à votre contexte. C'est que les gens des processus vont devoir travailler, enfin des procédés plutôt, du procédé vont devoir travailler différemment avec les gens des méthodes et avec les gens de la maintenance. Et c'est surtout les gens des méthodes qui vont prendre une importance qu'ils avaient plus de moins en moins. Voilà. Donc ça, c'est pour les points clés du contexte. Les éléments du conflit. Alors, les manifestations du jeu de jeu de pouvoir. Le pilote de projet, il est complètement isolé. Il est vraiment tout seul, quasiment plus personne ne lui parle dans l'usine. J'exagère un tout petit peu, mais il est isolé, je vous expliquerai pourquoi. Le top management ne s'implique pas, les responsables des métiers concernés non plus, et quant au terrain, c'est l'indifférence, voire le déni. Donc, on est vraiment, enfin, c'est des jeux de pouvoir, c'est pas les coups de, finalement, la rousse, elle tourne un peu le dos, quoi, hein, voilà, plutôt, et elle isole, voilà, en faisant peur. Voilà, et du coup, en fait, l'impact négatif sur les enjeux opérationnels, c'est que le projet ne démarre pas. Il ne démarre pas et c'est grave. Donc voilà, je vais faire un petit rappel. Alors, oui, je voulais faire un petit rappel parce que je vais vous décrire un petit peu le projet et les niveaux d'enjeu dans cet ordre-là. Donc, je vais commencer par le niveau psychologique inconscient. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit un petit peu déjà, il y a des peurs vraiment très, très fortes, très importantes par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'on va devenir. Il y a le deuil du métier qui est à faire.
il y a le deuil de la posture aussi, et ça, c'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que quand on est technicien ou ingénieur maintenance dans une usine de type CDSO, non seulement on sauve l'usine quand il y a un problème, mais on sauve toute la vallée des émanations, de la pollution, etc. Donc, il y a une sorte de cadre de super-héros des gens de maintenance. Et là, ben, ils vont arrêter, c'est fini, ils vont perdre ça. Ils vont perdre leur identité et c'est super important. Donc, c'est le deuil de la posture, hein, c'est pas rien. Et puis, donc, des désaccords sur le choix stratégique parce que faire de la fiabilisation, faire de la prévention, mais le jour où il y a vraiment quand même un problème qui arrive, on se retrouve avec quoi? Est-ce que les gens de maintenance d'intervention n'ont pas perdu leurs compétences? Est-ce que, voilà, donc, des désaccords sur le choix stratégique. J'ai choisi cette image du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que dans la réalité, ce qui se voit, en tout cas ce que moi je vois, c'est des manifestations d'indifférence ou de déni. Et au niveau du dysfonctionnement, au niveau opérationnel, eh ben, donc je vous l'ai dit, retard de démarrage hein, sur un projet comme ça, c'est très très ennuyeux pour l'organisation, inaction et improductivité des groupes de travail, parce que les groupes de travail sont lancés. Les groupes de travail à tous les niveaux, au niveau du codir, au niveau du copil, au niveau, à tous les niveaux. Et en fait, les gens se réunissent. Moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Ils m'ont invité à des réunions, mais ils faisaient des grosses choses comme ça. C'est pas parce que j'étais là. Et que ce soit au niveau le pilote de projet avec les directeurs de ligne de fabrication et les directeurs de la maintenance, tout le monde de l'écouter en faisant des gros sourires, de manière de dire pose toujours. En plus, bon, il avait été parachuté de notre site. C'était un nouveau métier. C'était un petit peu, voilà, un particulier pour lui, et d'où l'isolement que je vous décrivais tout à l'heure. Du coup, à quoi est-ce qu'on s'est intéressé et qu'est-ce qu'on a finalement mis en avant? On sait, et en tout cas, bon, ça a été mon rôle aussi, évidemment, de mettre ça en avant, que les résistances au changement, elles sont normales. Il faut savoir les accueillir. Il faut même préparer le terrain pour qu'elles se manifestent. Et préparer le terrain pour qu'elles se manifestent, c'est expliquer les finalités, expliquer les enjeux et expliquer le sens du changement. Ces étapes du deuil, c'est un modèle d'Elisabeth Kubler-Ross. Elles sont au nombre de 5, peut-être que certains d'entre vous les connaissent. La première étape, c'est le déni. Non, on ne va pas changer. Non, ce n'est pas la peine. Ils peuvent toujours causer, etc. La deuxième, c'est la colère. La troisième, c'est le marchand, la colère. Et sur ce site, ce qui a été intéressant, c'est que la qualité de relation avec les partenaires sociaux a fait que la colère, elle a pu s'exprimer de manière très naturelle, à la fois dans les groupes de travail et grâce au truchement des partenaires sociaux. Alors, elle s'est exprimée, hein, mais elle était dans son cadre. Le marchandage, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qu'on a à gagner à aller dans ces nouveaux métiers, dans cette nouvelle façon de faire? Et c'était super important que ces gens, sur ces sites, qui avaient un niveau de compétences vraiment très élevé, c'est un site pilote, je vous rappelle, donc c'était vraiment site modèle à tout point de vue, et pour qui le fait d'avoir un haut niveau de compétences était vraiment très très important, comprennent qu'ils allaient développer des nouvelles compétences et qu'ils allaient être les premiers au niveau d'un groupe, les premiers au niveau d'une activité, même de la chimie, voilà, de ce genre de produits. Et du coup, ce qu'ils avaient à gagner, c'était c'était continuer d'être les acteurs de ces compétences de très haut niveau. Et puis, il y a une étape qui s'appelle la tristesse, et c'est bien normal. Et ils vont la vivre, et tout le monde va y passer, tous les niveaux hiérarchiques. Et c'est après avoir passé le déni, la colère, le marchandage et la tristesse qu'on va vivre l'étape d'acceptation. Si vous avez en tête ces étapes, vous allez les accueillir, vous allez laisser les gens les vivre, vous allez même leur donner des occasions de les dire, parce qu'ils ont besoin de constater qu'ils ont le droit, ils ont besoin de les vivre, et vous avez besoin qu'ils les vivent, parce que si
ils ne feront pas de déni. S'ils n'expriment pas la colère, quand ils seront en marchandage, ils vont faire des gros retours en arrière et ça va vous retarder aussi. Est-ce que certains d'entre vous connaissez ce modèle? Oui. Voilà, donc est-ce que vous avez eu l'occasion de vous en servir pour accompagner les résistances au changement? Voilà, donc bon, voilà, donc c'est intéressant de se le remettre en mémoire, sachant que ça va être vraiment donc sur l'aspect psychologique inconscient et conscient, vraiment très intéressant de travailler avec. Maintenant, les enjeux fonctionnels. Alors, les enjeux fonctionnels, ce sont les problèmes de territoire et de responsabilité mal définis. Comment ça se voit sur le terrain? Comment ça se manifestait en termes d'enjeux et de jeux de pouvoir? Bon, il y avait de la difficulté à s'exprimer dans les réunions, quels que soient les niveaux hiérarchiques. Pas de propositions, des difficultés à faire des propositions, des difficultés à relayer auprès des équipes quelque chose que la hiérarchie n'avait pas compris, ne s'était pas approprié et dans lequel elle ne voyait pas donc son rôle. Un sentiment de manque de reconnaissance. Ceux qui étaient les héros d'hier devenaient passer au deuxième rang. Ce projet, qui était un projet majeur, allait être mené sur le site par quelqu'un qui venait d'une autre région, d'un autre site. Là, il y avait des directeurs de la maintenance, des directeurs de fabrication, des gens qui avaient vraiment, qui auraient mérité d'avoir comme signe de reconnaissance de mener ce projet-là. Et également, du coup, un sentiment de trahison. Du coup, là, on arrive sur des retards de choix, des retards sur des choix, sur des investissements, sur des choix, pardon, en investissement, des choix en accompagnement. Ça a été bien rattrapé, vous verrez. Et des choix aussi, des retards sur la formation et sur donc l'investissement en équipement. Voilà, donc à la fois sur le choix et sur la mise en œuvre, donc des retards générés par ces problèmes de territoire et de responsabilité mal définis. Hein, qui doit décider quoi pour cette nouvelle organisation, qui en termes de budget, va décider, va être impacté, sur quoi on va former les gens, qui va y aller en premier, en équipe transverse ou pas, etc. Donc là, sur les enjeux fonctionnels, une fois repérés, voilà comment on les a traités et comment on a eu un impact positif sur l'identité des acteurs à tous les niveaux et sur les opérations. J'ai travaillé, le top management a travaillé sur l'aspect structurant. On sait que c'est le point de départ, vraiment la colonne vertébrale. Hein. Donc, définir le cadre et définir les marges de manœuvre pour que les gens, enfin, puissent exercer des responsabilités sur des territoires définis. Ça va? Ça va. Je te mets juste au centre de la caméra. D'accord, je bouge beaucoup. Je vais essayer de rester là. Voilà. Donc, donner le cadre. Hein, et en même temps qu'on donne le cadre, donner des marges de manœuvre. Hein, définir les marges de manœuvre. On est dans la disruption, on est dans l'incertitude et dans la complexité. Donc, c'est intéressant de donner des marges de manœuvre, quitte à ce que, c'est ce qu'il y a mieux à faire, hein, elles évoluent au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donner du sens de manière explicite sur ces nouveaux périmètres et sur les futurs périmètres et sur l'évolution des responsabilités. Je vous ai parlé du choix du pilote et du désaveu des autres. Expliquez pourquoi. Pourquoi on l'a choisi lui? Parce que lui, il savait déjà ce que c'était la FIAB. Il l'avait déjà fait sur un autre site. Parce que lui, il avait en réalité pas d'enjeu par rapport aux collaborateurs du site et de la région. Il ne pouvait pas être considéré comme un traître parce qu'il n'était pas proche d'eux jusqu'à présent. Donc, mine de rien, c'est des choses qui comptent. Ce qui est intéressant aussi dans la culture projet, c'est après le projet, qu'est-ce qu'on devient? Une fois qu'on a mis en place, c'est quoi l'après-projet? C'est-à-dire toutes les personnes qui ont un rôle un petit peu particulier sur le projet, y compris le pilote de projet, parce que c'est lui le premier hein, qui est en situation de développer sa carapace. Lui, qu'est-ce qu'il devient après?
hop, je crois que j'ai mis, voilà. L'importance, alors là, quand je parle du top management, je parle de la direction de l'usine et du CODIR. Alors, ils font tous, enfin, le pilote du projet fait partie du CODIR et les responsables, les directeurs de ligne de fabrication et maintenance aussi, bien sûr. Donc, que le directeur du site affiche son support et montre son input. Dans ce moment transitionnel qui est dans ce moment de transition, que vraiment les inputs soient visibles, que les supports soient visibles et pas juste en arrière. Et c'est ça qui fait que les acteurs se redressent, parce qu'ils ont de la reconnaissance dans l'action, dans les moments compliqués. Donc, que le top management affiche. Alors, dans les projets, maintenant, il y a des sponsors et le rôle du sponsor est intéressant. Quelquefois, je trouve qu'ils ne vont pas assez loin, les sponsors, pour justement accompagner les pilotes de projet. Et puis, ce qui était vraiment important aussi et qui a fonctionné, c'est de modéliser une méthode de travail qui soit à la fois dans le don de cadre et la co-construction. Parce que dans l'incertitude et la complexité, on construit, on imagine, et avec des gens compétents et motivés qui tiennent à leur site et qui tiennent à leur job, on peut être dans la co-construction. Donc, le premier niveau, c'était au niveau du comité de direction, du copilote, du pilote de projet, parce que le pilote du projet, il était peut-être isolé, et en fait, il n'était pas très participatif. Moi, j'ai assisté, je suis devenue, la première réunion qu'il animait, à laquelle j'ai assisté, il était donneur de leçons. Il était donneur il donnait du cadre, mais sans jamais demander leur avis aux autres personnes qui étaient, aux autres personnes qui étaient présentes et qui étaient toutes des membres du comité de direction. Donc, c'était vraiment, voilà. Donc, modéliser une méthode de travail dans la co-construction à tous les niveaux, avec les métiers et les processus, le management intermédiaire, et puis sur le terrain, avec le management de terrain et les équipes. Donc, dans une méthode, on parle aujourd'hui beaucoup de design du travail, mais donc là, c'était des sites pilotes et ils étaient capables d'être déjà là-dessus. C'était facile de l'être sur des projets de type classique, c'était plus dur de l'être dans un projet qui était aussi difficile, qui remettait autant en cause les métiers, les savoir-faire du site. Alors, les enjeux institutionnels. Alors, ça va jusqu'à présent, je ne vais pas trop vite pour essayer de rattraper le temps. Voilà. Donc, les enjeux institutionnels. Donc là, c'est le niveau d'enjeu, le niveau vision et le niveau priorité. Quelle est la vision et quelles sont les priorités? La réflexion et la vision restent au niveau du copil. Une fois que le pilote de projet a réussi à rentrer un petit peu en co-construction avec les membres du copil, ça reste à son niveau. Du coup, les gens ne savent toujours pas quelles vont être les nouvelles compétences. Est-ce qu'on va les garder en interne à l'usine ou est-ce qu'on va les sous-traiter à des spécialistes, des gens déjà formés, déjà au point? Quel va être le nouveau rôle du BE et des méthodes, du bureau d'études et des méthodes? Quelles vont être les nouvelles coopérations? Pas d'avancée de la réflexion et de l'action, mais un début de désengagement donc, dans le niveau hiérarchique en dessous du copier. Voilà. Toute ressemblance avec une situation que vous auriez un jour vécue. Enjeu culturel maintenant. Alors là, c'est vraiment intéressant. La mondialisation. Donc, c'est un site d'un ancien fleuron de l'industrie chimique française qui a été racheté par un groupe américain, qui a des exigences, en particulier sur ces métiers-là. Remise en cause des méthodes de travail, donc alors, en lien avec donc, le mode de management sur ces sites-là de l'entreprise américaine, mais également et plus fort donc sur les méthodes de travail en lien avec les enjeux RSE. Donc c'est un site Céveso, donc vraiment la responsabilité environnementale est évidemment depuis toujours au cœur des préoccupations. Mais là, le contexte. Alors, les sites Céveso, c'est les sites dont en fait, ça fait référence à un accident qui a eu lieu à Céveso, non? Voilà, très gravissime, où
en fait, une pollution chimique a entraîné des dégradations énormes, à la fois au niveau des lieux et également au niveau de la santé des personnes. Donc, les sites classés Seveso sont les sites les plus dangereux, entre guillemets, ou en tout cas ceux qui nécessitent le plus, tout ça, je vous ai pris en même temps, les plus vraiment, voilà, les plus sensibles. Voilà. Et alors, surtout, ce qui est vraiment intéressant, qui pose question, c'est les enjeux de rendement, le fameux taux de rendement synthétique dans l'industrie. Comment est-ce que les enjeux de rendement vont être compatibles avec les enjeux RSE et avec les enjeux donc, de responsabilité environnementale et voilà, donc le rendement, c'est la production, donc voilà, la productivité. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, dur à accepter par des équipes reconnues pour leur excellence opérationnelle. C'était probablement un des sites les plus rentables du groupe, en plus à cette époque-là. Leur engagement et leur éthique. Leur éthique, eux, ils habitent dans le village, dans la ville, dans la vallée. Donc, ils savent quelle nuisance. Donc, l'aspect éthique, en plus, souvent, ils sont eux-mêmes impliqués dans les associations pour la préservation de la nature de la région. Donc, voilà, donc cette remise en cause un petit peu globale, culturelle, mais c'était vraiment très, très puissant. Enfin, ce que vous attendez tous avec impatience, c'est comment on l'a résolu et ensuite le métasens. Alors, franchement, là, le pilote de projet, il a fait une espèce de métamorphose en quelques semaines, mais parce qu'il a vu l'intérêt des gens aussi. Et il a vu ce que ça déclenchait d'aller donner les priorités, d'aller donner du cadre, d'aller expliquer les finalités. Et je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà reconnu au travers des images cette célèbre métaphore de l'ouvrier de la personne, de l'artisan qui taille une pierre et qui a la conscience ou que son management aide dans la conscience qu'il est en train de construire une cathédrale. C'est donner à voir le big picture. C'est ce que je vais faire, mon implication, en quoi est-ce que ça compte? Qu'est-ce que ça vient faire? Quel rôle j'ai à jouer? Et voilà, et à quelle œuvre plus grande est-ce que je participe? Donc, donner à voir, donc ce directeur de site, enfin ce futur directeur de notre site, mais en tout cas ce pilote de projet, il s'est mis à aller participer, à expliquer, à faire remonter, à partager, à répondre aux questions pour développer la conscience des enjeux stratégiques du projet. Parce que c'était en développant cette conscience des enjeux qu'il allait aider tous les niveaux hiérarchiques, toutes les personnes de l'entreprise, tous les métiers à dépasser leur frustration, à dépasser tous ces désaccords pour se mobiliser. Donc, voilà, et finalement, on va permettre à chacun de se projeter, de situer sa participation et son impact personnel. Et il devient donc un leader intégrateur qui apporte à la fois la réponse du cadre, les enjeux stratégiques, la réponse du sens, de cette conscience, et puis du sens à mon niveau, mais qu'est-ce que je fais là? En quoi est-ce que je participe de ce sens? Et puis, en allant voir les gens, en sortant en plus dans les sites anciens, quelle que soit l'activité, souvent, les bureaux, ils sont où? Au château. Et quelque part, quelquefois, ça devient, alors que c'est comme ça depuis des siècles, à un moment donné, ça devient un symbole vraiment de distance, alors que là, en allant vraiment sur le terrain pour œuvrer et pour travailler, il est entré dans une qualité de relation vraiment satisfaisante avec les personnes. Alors, ce que je vous ai mis là, je ne sais pas si on peut l'agrandir ou vous le verrez peut-être quand vous aurez les slides, c'est quelques mois après, peut-être 6 mois après le lancement raté, là, le fameux démarrage raté du projet, c'était le moment, quelques semaines, quelques mois après, de travailler sur le plan stratégique. Et toute l'équipe de direction, toutes les personnes
tous les ingés, toutes les personnes embarquées dans la réflexion ont participé à l'élaboration de ce plan stratégique. Et là, vous voyez juste la partie qui parle de, enfin juste, il y a 5 parties. Il y a une partie procédé, 4 parties, une partie procédé, une partie business, une partie RH et une partie finance. Dans la partie procédé, l'axe, c'est approfondir la maîtrise de nos procédés et systématiser. Donc en fait, c'est le cadre du projet de fiabilisation. Tout de suite en dessous, et là, toute l'usine voit que toutes les personnes concernées par ce projet, ils voient que le deuxième intitulé, c'est leur projet. Le lien entre la sécurité, RSE, et la fiabilisation. Et la fiabilisation, l'objectif affiché donc, sur ce plan stratégique qui est imprimé sous forme de dessus de bureau, et tout le monde là, dessus de bureau affiché dans les ateliers partout, c'est clarification du concept. Ça veut dire quoi, fiabiliser? Et développement synergique de la fiabilisation des procédés ou des procédés chimiques et de la fiabilisation des équipements. Donc, c'est vraiment, vraiment focusé, vraiment mis en avant pour suivre l'amélioration des procédés et des rendements. On voit bien tous les enjeux sur cette représentation hyper simple, avec des outils et des méthodologies, avec des équipes transverses qui intègrent l'avenant 1. L'avenant 1 sur le site industriel, c'est le premier niveau, c'est le premier échelon. Donc, l'idée, c'était que tout le monde, y compris l'avenant 1, se retrouve et voit sa place sur ce plan stratégique. Une index de tous les ateliers, la maîtrise des procédés. Voilà, c'est le plus important. Vous voyez, tout le monde s'y retrouve. La nature des relations, oui, je vais aller vite, c'est bon. La nature des relations est définie, la nature des métiers, la place des métiers, les coopérations, c'est le plan stratégique de l'usine. Donc ce projet qui a commencé par être l'objet du déni, de toutes les peurs, etc., ça devient la pépite. Je reviendrai tout à l'heure sur cette représentation. L'idée, finalement, avec la disruption, c'est d'être, cette idée de leadership dans un monde disrupté, c'est être OK dans le chaos. Ça, c'est un modèle, Coach and Team aussi, c'est un modèle Vincent Lénard, hein, et il est vraiment très simple. Et c'est finalement ce qu'a réalisé cette équipe pour résoudre son complexe de la langouste, passer de cette posture chaos dans le chaos, hein, de défensif, pour être OK dans le chaos, dans l'ouverture vers les métiers, vers les personnes, sur le terrain, sortir du château, d'être dans cette ancienne logique échec-réussite, hein, on est très bon, on est les meilleurs, ou alors si on est remis en cause, tout va s'effondrer, à une logique d'essai-ajustement avec du design du travail dans les équipes intégrant l'avenant 1. Ne plus être dans la justification, il faut qu'on le fasse parce que, mais dans la recherche de solutions ensemble. Laissez tomber, et ça, culturellement, si certains d'entre vous connaissent un petit peu l'Est de la France, c'est moins facile là-bas. Laissez tomber la recherche de la perfection pour admettre cette idée de marge de manœuvre et quelque part de prise de risque. Voilà. Et finalement, le métasens, le Graal, ce qui fait que ça tient malgré tout, petit à petit, et c'était une évidence, mais dans ces moments-là, on l'oublie ou elle est cachée. Petit à petit, elle est revenue et elle a pris sa place de métasens. Ce qui a fait que tout le monde s'est mobilisé sur ce projet, c'est que tout le monde voulait garder dans cette usine qui était là depuis des siècles le haut niveau de compétences et surtout garder l'emploi dans la vallée. Si ils se formaient à ces nouvelles compétences, si ce n'était pas eux en interne, c'était les partenaires locaux, leurs cousins, etc. Enfin bon, c'était des entreprises de la vallée qui allaient continuer d'intervenir. Donc le métasens, c'était ça. Voilà. Quelques questions-réponses et ça va être à vous. Quelques questions? Quel a été votre rôle une fois que le projet était mal barré et en tant que personne chef de projet? Alors, en fait, j'intervenais comme consultante auprès du CODIR. Et j'étais déjà intervenue en accompagnement de projets.
Et en fait, je voyais les dysfonctionnements au niveau du CODIR sur ce projet et le directeur du site, assez rapidement, m'a demandé d'accompagner le pilote du projet parce qu'assez rapidement, il s'est rendu compte que la grève ne prenait pas du tout et surtout que le retard par rapport, le retard qui était en train de se prendre par rapport au démarrage. Et puis, donc, lui, il connaissait un petit peu déjà le modèle de Kubler-Ross. En cependant, voilà, il fallait donc, voilà comment j'ai été en situation d'accompagner ce projet. Mais je n'avais aucune compétence en maintenance, hein, évidemment. Voilà. Et c'était vraiment passionnant d'accompagner cette personne qui, en fait, était la bonne personne. C'est juste qu'elle n'était pas soutenue et qu'elle n'avait pas réussi à se synchroniser avec, elle n'avait pas trouvé comment se synchroniser avec, avec le site et voilà. Et comment partager le sens. C'est vrai que c'était quelque chose de très nouveau. Et en même temps, la population d'un site pilote, pour la brancher sur un projet un petit peu incroyable, c'est pas... Ça peut durer. De quoi? Le projet ou l'accompagnement? Ou quoi? Votre accompagnement. Alors, l'accompagnement, alors là, le CODIR, je l'ai accompagné pendant longtemps. Le pilote de projet, je l'ai accompagné pendant à peu près un an, un an et demi, un an et demi. Ouais, jusqu'à ce que tout soit bon. Voilà. D'autres questions de la salle? Est-ce que la salle, je veux dire la salle en distanciel, est-ce que vous avez une autre question? Bon, après, on pourra aussi revenir. Et si vous n'avez pas de questions, je vous propose. Oui, j'ai une question. Allez-y, allez-y, qui êtes-vous? Alors, je peux même mettre la vidéo. Voilà. Donc, je suis Noël Orsi, je suis un ancien de l'exécutif MBA aussi. Et je suis aussi dans l'équipe, une équipe menée par Erida, Fabrice, etc., qui essaie un peu d'animer ce groupe. Ma question, c'est que voilà, le métasens que vous affichez, il apparaît comme étant le résultat du processus. Il arrive à la fin et on le connaît à la fin dans l'histoire que vous avez racontée. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on le découvre une fois que la langouste s'est transformée en humain? Ou est-ce que dans certains cas, on peut partir du métasens pour construire tout le reste? Dans certains cas, on le connaît déjà. En particulier si, alors, si l'entreprise a une culture d'entreprise vivace, en tout cas, elle a une histoire. Et rares sont les entreprises aujourd'hui qui n'ont pas travaillé sur leur culture d'entreprise, sur leur mission. Si elles ne l'ont pas fait, c'est bien de le faire à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose que les gens vivent, c'est quelque chose qui se sait. En tout cas, bon là, en tout cas, c'est un site relativement ancien. Donc, voilà, ce métasens, ça a quelque chose à voir. Là, c'est assez différent de la culture d'entreprise. Je vais donner un exemple que Erida m'a demandé de ne pas donner. Non, mais je vais juste le donner pour le métasens. C'est Nestlé et Good Food, Good Life. Je vais juste, alors, le métasens, en fait, Good Food, Good Life pour Nestlé, c'est un slogan qui existe depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, j'ai accompagné Nestlé sur un projet assez lourd de transformation. Et en fait, Good Food, Good Life est revenu et a ressurgi. Alors évidemment, c'est sur tous les paquets de produits Nestlé, mais dans l'entreprise, on n'en parle pas forcément tous les jours. Et en fait, c'est revenu comme étant le métasens. Et sur ce projet d'organisation compliqué à gérer avec beaucoup de jeux de pouvoir entre métiers, voilà. Je ne sais pas si... Et alors, dans cette usine, juste ça me vient parce que c'est vraiment très important, il y avait un diagnostic qui avait été fait, un diagnostic d'organisation qui avait été fait auprès des opérateurs et des techniciens et qui avait été super bien fait. Et le pilotage et les ingénieurs n'ont pas pensé à s'en servir et à le regarder de près. Et en fait, le métasens, il était dedans. Et quand ça a commencé à un petit peu mal passer, qu'on a regardé qu'est-ce qu'on fait comme outil,
on a travaillé avec cette personne, on lui a demandé à ce consultant de participer aux réunions, au moment de réflexion. Hein, et ben, il nous a dit, ben oui, ben, il y a ça, voilà, il nous a apporté cet élément-là. Donc, les diagnostics sur le terrain, c'est vraiment super important. Même si c'est des diagnostics un peu opérationnels, c'est aussi des diagnostics mission, qualité de vie au travail. Hein, voilà. Donc, là, je vous propose de réfléchir individuellement sur un cas personnel que vous avez vécu. Qu'est-ce que tu veux dire? J'arrive pas à le mettre sur le Zoom du coup. Tu n'arrives pas à le faire passer aux gens qui sont en distanciel. Tu vois, ça marche pas. Alors, les gens qui sont en distanciel, en fait, on va afficher le tableau parce qu'on a un problème pour vous passer le document. Donc, on va l'afficher. Et si vous avez près de vous du papier et un crayon, vous n'allez pas vous refaire le tableau forcément parce qu'on va aller relativement... voilà. L'idée, c'est d'aller relativement rapidement sur ce tableau parce que un sujet important, ça va venir tout de suite. Et qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, ça va venir assez rapidement aussi. Et l'idée, c'est de s'entraîner. Tu peux le mettre en slide? Ouais. Ah oui. Donc, en fait, vous allez faire vous allez prendre 5 minutes de réflexion sur un cas personnel à partir du modèle. Un changement que vous avez vécu, un projet que vous avez vécu de l'intérieur, que vous avez mené, et vous allez essayer de voir. Alors déjà, nommez-le. Ah ben, attends, il y a quelqu'un dans la salle qui peut... quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on retrouve sur ce tableau, et vous pouvez le garder comme outil, évidemment. Enfin, je vous le propose comme outil pour la suite. Vous allez retrouver les différents niveaux d'enjeu. L'idée, c'est de cocher et de décrire en quelques mots, non pas d'aller dans toutes les cases, mais celui que vous avez peut-être, ou ceux que vous avez peut-être vraiment par rapport au projet auquel vous allez réfléchir, sous-estimé, non traité. Comment vous vous êtes rendu compte qu'il se passait quelque chose? Quels étaient les jeux de pouvoir que vous observiez, les malaises que vous ressentiez, et quel impact négatif était causé aux enjeux opérationnels? Hein? Donc, l'idée, c'est, ben là, oui, franchement, le pire du pire, c'était voilà, les territoires et les responsabilités mal définies, je l'ai vraiment sous-estimé. Je m'en suis rendu compte parce que les gens ne participaient à rien, parce qu'ils n'osaient pas donner leur avis ou prendre de responsabilités. Et voilà, donc je vous laisse voir. Et puis, donc voilà, la première partie du tableau, un ou deux niveaux d'enjeu. Et puis, dans la deuxième partie du tableau, l'un ou l'autre niveau d'enjeu que par contre, vous avez repéré ou traité. En quoi ça a contribué à une identité claire et sécure des acteurs et quels impacts positifs ça a eu? En quelque sorte, c'est un peu la façon dont je vous ai présenté le projet, quoi. Donc, si vous voulez, intéressez-vous à un niveau d'enjeu sous-estimé, un niveau d'enjeu repéré, et vous voyez, pour le niveau d'enjeu sous-estimé, quel jeu de pouvoir, quel type de malaise ça crée que vous avez vu, quel impact négatif ça a causé sur les enjeux opérationnels, et puis pour un niveau d'enjeu que vous avez bien repéré et bien traité, en quoi ça a contribué à une identité claire et sécure des acteurs, et en quoi ça a eu un impact positif sur les enjeux opérationnels. En clair, voilà. Vous avez jusqu'à moins 20, il est 34. Donc, et puis, voilà, nommer le projet, c'est important. Il avait sûrement un nom, le surnom que vous lui avez donné.
quelques points clés du contexte, quelques éléments du contenu si vous vous rappelez, et puis voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, pour ceux qui sont en distanciel, est-ce que finalement, tu as pu le passer? Non. Donc, vous, en fait, j'espère que, je pense qu'ils voient le tableau. Donc, voilà, sur une page. Voilà la grille à distance, hein, on la voit bien. Ça va, Noël? Oui, vous voyez l'écran ou Est-ce que pas? vous voyez l'écran? Oui, on voit la grille d'analyse. Voilà. Donc, si vous avez des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas, ça peut être rapidement. Ça vous laisse faire. Ah, non, non. Voilà. Quelquefois, quand on est à l'impact négatif sur les enjeux opérationnels, qu'on ouvre les yeux et qu'on se rend compte qu'il y a des choses, qu'il y a des problèmes relationnels, qu'il y a des difficultés personnelles aussi, des malaises. Ok. Encore 2 petites minutes. Et puis, on va faire un sondage pour voir. Bon, on va s'arrêter là. Juste là, c'est bon, un peu l'entraînement, petit exercice. Ça vous donne envie peut-être d'approfondir les choses après. Donc, on va envoyer le sondage.
Et puis, bah, dans la salle, vous lèverez la main Elle part et on contre- compilera les résultats. Peut-être qu'il faudra lire le sondage. Comment? Alors, Il faudra juste l'expliquer est-ce peut-être un qu'il petit le- peu. oui, voilà. Donc, le sondage, en fait, vous pose la Il question. ne le voit pas en salle, le sondage. Ah oui, Parce alors, que- d'accord. Donc, aujourd'hui, avec du recul, quel niveau d'enjeu avez-vous le plus repéré et traité? Alors, qui a repéré alors, bah, là, en distanciel, allez-y, répondez. Il y a une seule réponse possible. Oui, il y a une seule réponse possible, puisque la question, c'est aviez-vous le plus repéré et traité? Donc, c'est là où vous aviez vraiment. Alors, voilà, bah, le métasens. Donc, le métasens, c'est ce qui fait que ça tient malgré tout, comme dans mon exemple, l'emploi dans la vallée, le haut niveau de compétence. Donc, le niveau culturel, c'est donc bah, la RSE, la QVT, toute autre la mondialisation, tout autre sujet qui donc à un niveau comme ça transverse et culturel au système. Le niveau institutionnel, donc vous aviez bien repéré et traité qu'il n'y avait pas de vision claire et pas de priorité, vous l'avez bien traité. Le niveau fonctionnel, vous aviez repéré que les territoires et les responsabilités avaient à être bien définis et vous en êtes occupés. Le niveau psychologique conscient, donc les désaccords, les non-dits, ou le niveau psychologique conscient peuvent aller transfert. Alors, oui, dis-moi. Métasens peut-être quelque chose de confus en fait. Si on prend un projet, un nouveau projet dans une entreprise, lancement d'un nouveau produit par exemple, Oui. donc, qui n'avance pas. Oui. Comment aller chercher le métasens en fait? Comment être conscient qu'il peut y avoir effectivement, au niveau du métasens un problématique. Ben, si tu connais un petit peu la culture, le profil de tes collaborateurs, et à la fois, toi, tu peux te douter que ce produit va déranger, en termes de, et du coup, va venir contrarier le métasens ou cette façon de travailler, ou au contraire, tu peux t'imaginer que ça va, que ce produit va dans le sens du métasens. Le sens de l'entreprise, c'est ça. Oui, 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 oui. Pas forcément. Alors, comme Good Food, Good Life, c'était le sens de l'entreprise. Quand tu prends une entreprise à mission, aujourd'hui, le métasens, ça peut être la mission. Mais là, en l'occurrence, tu vois, le métasens, dans l'exemple que j'ai donné, ça n'avait rien à voir avec le produit. Ça avait à voir avec l'enracinement. C'était au-delà, quoi. Ça avait à voir avec l'enracinement, l'importance économique de l'entreprise et dans l'écosystème et le fait de garder l'emploi et de garder le savoir-faire dans la vallée. En gros, le métasens, c'est une motivation qui peut être un petit, mais c'est en fait tout le monde se rejoint. Tout le monde se rejoint et c'est au-dessus. C'est au-dessus, voilà. Comment? Oui, ça peut être l'ADN. Mais Oui. du coup, quand il y a plusieurs produits qui doivent être produits et que malheureusement, il y a un problème de ressources, parce qu'elles sont limitées et que du coup, chaque chef de projet essaie de faire avancer son produit, le métasens, ça sera vraiment où est l'entreprise souhaite aller et quelle est sa mission. Et ensuite, comment elle gère tout ça. C'est le métasens de l'entreprise, mais est-ce que c'est le métasens des gens sur lesquels tu vas les mobiliser ou sur lesquels ils se mobilisent? Moi, je le vois, le métasens, ça répond à la question fondamentale, probablement la plus importante, c'est pourquoi. Pourquoi? Oui, c'est pourquoi. C'est quoi le sens? Pourquoi je suis là? Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, pourquoi on le fait? Ce projet dans le contexte. Pourquoi de la
société en paquet, c'est le poids du projet. En l'occurrence, c'est plus fort que le sens de la société, celui de la vallée. Parce que quel que soit le groupe qui les rachètera, eux, ils continueront à bosser pour avoir le plus haut niveau de compétences et pour garder l'emploi dans la vallée. C'est ça le métasens. Mais c'est important de le savoir. Ça dépasse beaucoup d'entreprises, ça peut être un enjeu Là, j'ai peur que, excusez-moi, j'ai peur c'est très important. J'espère qu'on a répondu, mais j'ai peur que le temps s'écoule trop vite et que. On avance? D'accord. Alors, du coup, il y a quoi au tableau? Ah oui, alors le sondage. Le sondage, les résultats, parce que du coup, là, je ne suis plus. Est-ce que vous avez répondu? Oui. Alors, en distanciel, donc c'est le niveau d'enjeu le plus repéré et le plus traité, c'est l'enjeu opérationnel. En 2 vient l'enjeu fonctionnel et en 3, institutionnel. Ici, dans la salle, qui a choisi opérationnel? Il ne voit pas en fait le sondage. Hein. Ah, Il ne voit pas le sondage. Là. Ah oui, il ne voit pas le normal, sondage, c'est pas parce sur que le du coup, ça, tableau. c'est plutôt, D'accord. c'est plutôt, Bon, alors oubliez pas grave. opérationnel, parce que vous ne l'aviez pas. C'est ça? En fait, ça... Donc, qui a choisi fonctionnel? 2. En premier, le plus traité. Le plus traité et le mieux repéré. Fonctionnel? Non. Hein? Et qui est repéré institutionnel facilement et l'a traité dans ce projet-là? Donc, apparemment, là, il y a 4 personnes dans la salle, plus les personnes qui l'ont choisi. Donc, bon, il semblerait que l'enjeu institutionnel soit l'enjeu le plus facile à repérer et à traiter parmi vous. Bon, là, j'ai arrêté le partage. Et donc, la question suivante, c'est le moins bien traité et le moins bien repéré. On est arrivé à la fin. On les met par deux maintenant. Oui. Ce que je vous propose maintenant, c'est... hein? Il faut qu'on lance les groupes du coup. Ce que je vous propose maintenant, que vous avez eu ce petit moment de réflexion individuelle sur ce modèle, et comme le temps avance, c'est de vous mettre par deux alors dans la salle, comme ça au hasard. Et est-ce qu'on a distribué le deuxième Tout est là, oui. Il y a le voilà. deux. Et ensemble, donc à deux, d'échanger un petit peu sur vos impressions sur ce modèle, sur votre expérience, sur ce que vous aviez noté, et puis de noter ensemble, de faire une synthèse à deux, de ce que vous ressentez par rapport à ce modèle, par rapport à cette expérience, les constats majeurs, les enseignements que ça vous a permis de faire, et puis les idées que ça vous donne. Certains vont reconnu. Certains vont reconnu. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce questionnement? Du coup, même pour vous, je lance les salles de discussion. Donc, ça sera des salles au moins de deux. Ça me donne envie de faire. Et donc, pour les personnes en distanciel, on va vous proposer d'être en solo. Et puis, rapidement, en 5 minutes, et ensuite, on fait un partage de votre ressenti, de vos constats, et puis ce que ça vous donne envie de faire, et puis une conclusion. Voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment votre feedback sur ce modèle et sur cette réflexion sur les niveaux d'enjeu. Du coup, j'ai mis les salles. Donc après, oui, tout le monde est parti.
Voilà. Est-ce que je peux aller dans les salles? Normalement, tu sais, je peux aller me promener, rejoindre. Ouais, mais parce que là, du coup, tout le monde va entendre ce qui se passe. Quand je vais dans... Bah oui, parce que c'est le même PC qui partage. Oui, la prochaine fois. La prochaine fois. Mais il y a peut-être, je crois, Sandrine, Diotte, Céline, il y en a certains qui sont partis dans les salles. Oui, mais si tu n'as pas réfléchi. Et... Il est quelle heure? 47, 55, on arrête. On leur propose, comme ça, nous, après, on donne la finalise parole un à la petit peu. salle. On donne Ouais. la parole à la salle. Pas la salle, on donne la parole aux sous-salles parce qu'ils n'ont que 3. Moi, je vais plutôt mettre ça. Hein? Comme ça fait deux. Oui. Ils sont pas, il n'y a pas de... Si, si, il y a des salles qui sont là. On va leur demander de prendre la parole en premier. Mince, j'ai fermé la salle sans faire exprès. Oh, de toute façon, c'est là. Mince, j'ai fermé la salle sans faire exprès. Ah non. Alors, vas-y. On va fermer les salles de sous-salle. Vous avez noté quelques mots, vous avez échangé un petit peu. On vous laisse encore 2-3 minutes, mais on ne peut pas vous retarder non plus. Alors. Hop, mince. Et du coup, on va faire ça. Tu ne veux pas m'afficher ça, le tableau? Tu ne veux pas m'afficher juste le tableau de qu'est-ce qu'on a ressenti, voilà, qu'est-ce qu'on a constaté, puis qu'est-ce que... Et ça y est, tu les as remis en alors, non, regarde, tu vois, alors, donc, parmi nos amis qui étaient en distanciel, qui est-ce qui veut partager quelques mots de l'échange en duo par rapport donc à cet outil ou ce modèle du complexe de la langouste?
Donc, qui est-ce qui veut nous partager ce qui a été ressenti, ce qui a été constaté ou les enseignements que vous retenez et peut-être l'une ou l'autre idée d'action que ça vous donne? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Noël, Geoffroy, Sandrine. Qui est là? Bon, levez la main. Dites, je suis là. Avez-vous le son? Bon, on va demander à la salle. À la salle, qui veut? Et puis, on verra tout à l'heure si quelqu'un en distanciel veut s'exprimer. Alors, qui veut nous partager quelque chose? Oui, je veux bien faire un retour par rapport à l'échange qu'on a eu avec Gustavo. On trouve que ce modèle est très intéressant. Ça nécessite beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'est facile de se mettre dans la protection, en tout cas, de se mettre dans sa carapace. Et que ça nécessite d'avoir la conscience de ces différents niveaux pour construire en fait une sorte de colonne vertébrale. Ça nécessite beaucoup de travail, en tout cas. Beaucoup d'investissement à tous les niveaux, au niveau vraiment, au niveau culturel, au niveau le sens de l'entreprise, au niveau institutionnel, où est-ce qu'on va, avec qui on va, de quelle manière est-ce qu'on y va, les responsabilités, les rôles, etc. De descendre tous ces niveaux-là, c'est extrêmement. Donc, je pense que c'est assez solide comme modèle, mais ça nécessite réellement un engagement à tous les niveaux. Ok. En fait, c'est quelque chose, c'est qu'il faut passer plus de temps à organiser le travail, au lieu de se lancer voilà, dans l'action. On aime dire, j'ai entendu dire plusieurs fois, il vaut mieux avancer dans le désordre que piétiner dans l'ordre. Mais bon, il y a juste le milieu. Donc, l'idée d'anticipation, d'avoir cette grille en tête et traiter une fois. Oui, voilà, Aller c'est regarder d'organiser ces un peu niveaux le travail. d'enjeu et Oui, en amont. en amont. Comme dit plus tard, j'ai le rôle du sponsor dans les projets. Merci beaucoup. Qui d'autre peut partager l'échange en duo, faire une petite synthèse de ce qui s'est dit? Allez-y. Nous aussi, on trouve ça intéressant. On se demande, on est d'accord sur savoir s'il y avait une sorte de hiérarchie qui peut être faite entre différents types d'enjeux, ou ensemble dans lequel vraiment, d'une part, et d'autre part, est-ce que le bêta-centre est pas commun à tous les projets d'une entreprise? Alors, il pourrait, mais en fait, il y a des sous, enfin, en fait, il va y avoir des métasens par. Il peut y avoir des métasens par entité ou par projet. Là, par exemple, on peut dire que ce métasens-là, dans l'exemple que j'ai donné, il valait pour cette usine, mais il valait aussi pour d'autres usines de la vallée qui partagent un petit peu. Enfin, c'était une sorte de. Voilà. Mais pour le groupe, ouais, enfin, pas pour le groupe ou pour la business line dont vous faites partie. Non. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser la question du métasens par rapport aux personnes impliquées dans le projet, par rapport aux parties prenantes, et par rapport aux personnes qui sont vraiment, par rapport à l'équipe projet. Est-ce que c'est ça qu'on va travailler en priorité? On dit c'est sans doute le truc le plus difficile à quitter, mais c'est plus magique qui va faire. En tout cas, je ne dirais pas en premier, mais enfin, en premier. Je ne dirais pas, enfin, comment dire, en tout cas, il est méta. Il est au-dessus de tout. Et... Comment tu l'as abordé en fait dans ce projet-là? Est-ce que tu l'as abordé, tu l'as verbalisé, tu l'as fait oui, bien sûr. Alors justement, en fait, d'abord, on l'a pas appelé les métasens à l'époque,
Mais en fait, un des constats de la DRH, de la Direction des ressources humaines, c'était, en tout cas, qui a été verbalisé par la Direction des ressources humaines, c'était que les équipes aussi soudées puissent se retrouver en enjeu de pouvoir et se retrouver en pouvoir tous à développer leur carapace, à faire leur contexte de la langouste, chacun dans son coin. Donc, ça a été, c'est la DRH, c'est venu de la DRH. D'une part, en premier, de se dire, mais en fait, finalement, mais qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qu'il faut faire qu'ils vont se réconcilier? Qu'est-ce qui vaut plus que tout? Qu'est-ce qui est au-dessus? Qu'est-ce qui peut les mettre d'accord, quelque part? Et donc, la DRH. Et puis, il y a ce fameux diagnostic, il y a ce fameux le diagnostic de consultant Violetta qui allait interviewer toutes les personnes sur le terrain et qui leur a posé des questions à la fois sur leur métier et leur motivation et qui avait dans ces recommandations, ce point de haut niveau de compétences et finalement de les faire switcher de haut niveau de compétences sur un métier à haut niveau de compétences sur un autre métier. Mais garder cette idée d'excellence et de règles de l'art et aussi de design du travail. Voilà. Ce que j'ai répondu. Voilà, donc il y a cette et probablement et après c'est revenu dans les c'est quelque chose qui a circulé le DRH on a parlé au niveau du copier et c'est devenu un des thèmes à explorer auprès des équipes dans les groupes de travail à explorer et quand je revois et un des thèmes sur lesquels le pilote de projet allait discuter dans les ateliers et sans langue de bois. Parce que lui, il était capable, il avait la connaissance, il était capable de parler des fameuses compétences, des fameuses compétences de haut niveau qui étaient à acquérir. Donc, alors, voilà, une hiérarchie. Ouais. Une hiérarchie dans les enjeux et comment et le métasens. Et les questions autour du métasens. Je pense que la question est juste est-ce qu'on va traiter parce que le traiter, mais l'avoir en tête, parce qu'il ne faut pas non plus le traiter trop vite, parce que c'est du sens qui est en train de se construire, qui est en train d'évoluer aussi. Donc, il ne faut pas non plus. Enfin, le fait de travailler sur le sens et de le co-construire avec les personnes, ça permet d'avancer. Mais en fait, bon. Et ça ne correspond pas à la vision, justement, Alors, il y a la vision qui va partager, mais il y a aussi le travail de covision avec les équipes qui, elles, vont s'approprier le projet et en faire quelque chose. Le projet de fiabilisation que ce pilote de projet a mené sur ce site, ce n'est pas le même que celui qu'il avait mené dans le site précédent. Il a amené du cadre, il a amené du sens, des éléments de cadre, il a mis sa vision, mais ça a démarré quand il a commencé à demander aux gens ce que ça voulait dire pour eux, ce qu'ils imaginaient derrière, comment ils s'imaginaient aller de la compétence qu'ils avaient à la prochaine concrètement. Il y a autre chose aussi, c'est l'émotion. C'est le fait d'entrer en action. C'est le fait qu'il commence à se passer des choses et finalement que en fait, la construction identitaire, elle se fait aussi, et la construction identitaire, la colonne vertébrale saine et solide, elle se fait aussi avec la mise en œuvre. C'est-à-dire que on va chercher quelque chose, on va développer des compétences, on a une espèce d'idéal, on va apprendre un nouveau métier, on commence, et puis en s'y mettant, en étant dans l'action, on construit cette identité claire du nouvel homme de maintenance qui fait de la fiabilisation, qui fait de la maintenance préventive, et qui a plus besoin, qui peut laisser sa cape, il peut laisser sa cape de super-héros. Vas-y. Ce que tu dis par rapport à vision, c'est côté institutionnel. Ah oui, oui, excuse-moi. Côté institutionnel aussi, c'est par rapport à mes patients. C'est dommage.
Non, c'est très concret en fait, parce que le travail dans la vallée, les gens, ils le disent. C'est de génération. On pourra Encore continuer une, à et puis- discuter Ou plutôt après, avec le oui, cocktail. oui, bien sûr. Oui. Parce que vous savez que le FNIC il ferme les portes aux alentours de 8h30, 8h45. Donc, on va profiter. si on veut profiter du cocktail, c'est le moment. À vous de quitter peut-être ceux qui sont. Merci à vous. Je serais ravie si vous avez des choses à partager, si vous avez écrit des choses sur votre Hélène, fiche. justement, de Vous pouvez la clôture, donner. s'il te plaît, parce qu'on a quelques éléments à vous partager. Donc, pour les prochains événements, donc il y a le 1er juillet, c'est l'AG, donc de l'association. Donc, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn, on enverra les liens. En tout cas, ils sont peut-être déjà en train d'être distribués par l'essai Calomnie. Et le 4 juillet, on a une conférence webinaire sur le marketing data et la GDPR. On va voir un petit peu comment ça peut faire un bel alliage pour mieux structurer les données, les exploiter et après, ça devient des opportunités peut-être marketing d'une autre façon. Je vous propose qu'on se retrouve plutôt au cocktail qui nous attend. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Désolée pour les petits problèmes de réglage au début et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À très bientôt. Merci.